tout le monde, hello Insta, bienvenue dans ce nouveau live de la série Travailler autrement, une série de lives dans lesquels j'invite des personnes qui œuvrent, qui contribuent à transformer le monde du travail pour le rendre plus positif. Alors aujourd'hui, je vais accueillir Rebecca. Elle nous rejoindra bientôt quand elle sera connectée elle aussi. Alors Rebecca, elle est coach pour femmes. Elle accompagne les personnes qui souhaitent justement entreprendre leur vocation. Elle va nous en dire plus là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Les personnes qui souhaitent créer en fait une carrière à leur image épanouissante et impactante. Et donc, elle va nous parler de cette thématique de l'entrepreneuriat, mais pas seulement l'entrepreneuriat professionnel, elle va nous parler de l'entrepreneuriat au sens large. Comment entreprendre dans tous les domaines de sa vie et pourquoi. Alors, ensuite, ce que je voulais partager, c'est que Rebecca, ça fait un petit temps que je la suis, ça fait même plusieurs années. Et quand j'étais dans mon ancien job, dans mon ancienne vie professionnelle, où j'étais carrément pas à ma place, où je me morfondais littéralement à mon bureau tous les jours et que je voyais pas d'issue, en fait, elle a fait partie de ces personnes qui m'ont inspirée et qui m'ont fait avoir confiance en fait et prendre conscience aussi qu'une autre voie était possible. Et donc, même si je n'ai jamais travaillé avec Rebecca, le simple fait en fait qu'elle incarne vraiment cette nouvelle façon de travailler, c'est-à-dire authentique, impactante et naturelle, moi ça m'a beaucoup aidée pour entreprendre ma propre transformation professionnelle et personnelle. Voilà, je vois que Rebecca est en live, donc Rebecca, tu peux te demander à rejoindre en fait. Et là, comme ça, moi, je peux t'embarquer dans ce live. C'est la première fois qu'on va échanger ensemble avec Rebecca comme ça en live, donc c'est vraiment une joie et un plaisir de l'accueillir. Rebecca va arriver. Ah, elle est là. Hello. Coucou, tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ouais, c'est parfait. Je te vois bien, je t'entends bien. Merci Rebecca. Franchement, comme je le disais juste avant, ça c'est trop émotionnel pour moi de t'avoir parce que comme je le disais, dans mes premières réflexions, tu vois, de réorientation et tout, quand j'étais dans un job qui me convenait absolument pas, mais que je voyais pas d'issue, parce que pour moi, je pensais que c'était ça en fait le travail. Tu vois, après avoir fait une grande école de commerce et tout, c'était aller au travail et je me sentais pas du tout à ma place. Mais en fait, quand j'ai commencé à voir tes contenus et tout, je me suis dit mais c'est qui elle? On dirait qu'elle kiffe. J'adore. On dirait qu'elle kiffe, elle a l'air d'être elle-même, tu vois, et ça a l'air de pire. Et je me suis dit, mais attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Wow. Et donc donc merci, sans le savoir, tu m'as vachement aidé, quoi. Ça me touche énormément d'entendre ça. Je l'ai appris juste quand je voyais que tu communiquais sur notre live et j'étais en mode waouh, ça me touche énormément. C'est vraiment un honneur que d'entendre ça. Et puis merci beaucoup parce que c'est des personnes comme toi qui donnent du sens à ma vie, à mon travail. Donc c'est une grosse valeur, c'est vraiment super précieux. Donc merci beaucoup d'avoir cette ouverture et d'avoir cette sensibilité, cette inspiration-là. Moi, ça me motive en fait à continuer à partager. Parfois, je me dis que parfois je doute de moi, parfois je me dis mais ça n'intéresse personne. Et du coup, c'est grâce à des personnes comme toi qui me partagent leur transformation et à quel point j'ai pu mettre ma petite contribution, que ça me donne la confiance, l'énergie, la motivation, l'ambition d'avancer. Donc, merci beaucoup pour cette rencontre qui me nourrit aussi énormément. Trop bien. Écoute, donc ce soir, on a prévu de parler d'entrepreneuriat, comme je le disais, pas seulement d'entreprendre au sens professionnel, mais vraiment au sens plus large, parce que toi, tu accompagnes justement les personnes à transformer, à créer un peu leur parcours professionnel à leur image aussi. Et tu parlais d'impact aussi. Est-ce que c'est parce que c'est toujours en lien avec une cause ou est-ce qu'il y a un fil conducteur derrière les projets de toutes les personnes que tu accompagnes? Ouais, en fait, pendant super longtemps, comme tu le sais peut-être déjà dans mon parcours, en fait, j'ai eu une période où j'étais assez déprimée dans ma life, je dois vous l'avouer.
Euh, C'était super important pour moi depuis toute petite d'être heureuse et de réussir ma life. Sauf que je savais pas ce que je voulais faire de ma life. Je savais pas quel métier faire et je l'ai vraiment vécu comme un handicap pendant très 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 longtemps. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que, à défaut d'avoir une vocation depuis toute petite, je pouvais la créer sur mesure. Et c'est ce que j'essaye de faire depuis. Et la première étape qui m'a animée, ça a été quand j'ai choisi mes études supérieures en économie et gestion et que je n'ai pas du tout aimé ce choix-là, mais que je l'ai assumé jusqu'au bout et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Et que je déprimais de faire des études qui me passionnaient pas, mais au final, j'ai réussi à m'investir dans une association caritative qui a en fait été la première expérience, on va dire professionnelle ou d'engagement, qui a donné du sens à ma vie. Au-delà, avant, c'était les relations qui donnaient du sens à ma vie, et à partir de ce moment-là, ça a vraiment été le premier projet. Voilà, c'était le premier projet qui a donné du sens à ma vie. Et à partir de là, j'ai su que c'était très important pour moi de me sentir utile. Et pour moi, me sentir utile, ça veut dire avoir confiance que j'ai de la valeur, que j'ai des compétences, que j'ai des talents à partager et que grâce au partage de ces talents, je peux contribuer à faire avancer une cause qui me tient à cœur. À l'époque, c'était aider des jeunes malades de cancer à réaliser des projets pour rester motivés dans la lutte contre la maladie. Avec du recul, vous pouvez vous rendre compte que c'était mes premiers pas de coach, accessoirement. Mais voilà, c'était mon élan de vie, en fait, qui me portait à vouloir soutenir, à vouloir encourager, à vouloir accompagner le développement des autres, accueillir aussi la vulnérabilité, pouvoir être un soutien. Donc, c'est des choses qui me touchaient déjà dès 18 ans. 11 ans plus tard, ça m'habite toujours. Et effectivement, c'est un point en commun que j'accompagne aujourd'hui, c'est que j'ai vraiment envie d'accompagner des femmes qui ont à cœur de mettre leur vie au service d'elles-mêmes déjà, de prendre soin d'elles, mais aussi pour pouvoir prendre soin des autres et de la planète. Et donc vraiment, j'accompagne ces femmes entrepreneuses et actrices de changement à pouvoir prendre soin d'elles, pour prendre soin des autres et de la planète. Et donc tous leurs projets ont en commun le fait d'être utile. Et donc ça peut être utile effectivement en étant salarié d'une association, comme c'est le cas d'une amie cliente qui est à la Croix-Rouge. Ça peut être aussi le cas de clientes qui sont avocates, médecins, pédiatres. Ça peut être plein de Ah là, ça coupe un peu. Ah voilà, ça a coupé un peu, mais là c'est bon. Ok. Donc ça peut être on peut être utile de plein de façons. Enfin, je veux dire, on peut être utile en étant clown, en étant éboueur, en étant pompier, en étant ce qu'on veut, ou éboueuse d'ailleurs. J'ai souvent l'habitude de mettre les métiers au masculin, mais soyons folles et mettons-le aussi au féminin. Et donc voilà, c'est important pour moi que les personnes que j'accompagne puissent s'accomplir à travers leur travail et à travers leur vie, et que le travail ne prenne pas non plus forcément toute leur vie. Ça, c'est un travers dans lequel j'ai pu tomber, dans lequel je tombe encore parfois. Mais voilà, je ne m'accomplis pas qu'à travers mon travail, mais c'est aussi important pour moi de m'accomplir à travers mon travail. Donc, j'accompagne ces femmes à s'accomplir en fonction de qui elles sont, de leurs talents, de ce sur quoi elles veulent contribuer, et du coup de causes qui leur tiennent à cœur. Et ça peut être multiple, notamment on peut se baser pour celles et ceux qui nous regardent sur les objectifs de développement durable de l'ONU, qui guident un petit peu sur les grands enjeux de société et les grands enjeux environnementaux sur lesquels on peut contribuer pour faire avancer le monde à son échelle. Moi, je travaille surtout sur la question de l'éducation, de l'égalité des genres et de la paix. Je travaille notamment sur la paix intérieure, et je suis convaincue que les citoyennes pacifiées deviennent des citoyennes pacifiantes. Et donc, c'est un peu les trois objectifs de développement durable que j'ai à cœur de défendre, de servir à travers ma vie et mes activités professionnelles. Trop bien. Et en fait, est-ce que, parce que là, tu nous as dit que tu avais eu cette réflexion déjà à partir de tes études, où tu t'es dit, je me retrouve pas trop dans ces études, mais je vais jusqu'au bout. Après, tu t'as retrouvé du sens dans cette première expérience de volontariat, enfin d'association. Et ensuite, comment tu as créé cette vocation qu'aujourd'hui tu incarnes et que je cherche encore et que tu continues à chercher. Mais comment tu vois, c'est quelle pensée qui nous traverse à ce moment-là quand on cherche sa vocation, quel ressenti tu peux avoir quand tu as l'impression de, entre guillemets, être à ta place.
Waouh. Bah, déjà, merci pour ta question parce que je la trouve extrêmement pertinente. Et en même temps, elle me fait flipper parce que du coup, je me reprojette à l'époque en mode, waouh, c'était dur. C'était Mhm. super dur. Bah, en fait, comment je me sentais? Je me sentais perdue. Je me sentais pas motivée. Je me sentais nulle aussi. Je me sentais pas intelligente. Je me sentais pas utile. Bref, c'était pas très agréable et j'avais l'impression que tout le monde autour de moi savait exactement ce qu'il voulait faire de sa life. Que tout le monde avait une vocation autour de moi, alors que c'est pas vraiment vrai, mais voilà, il y en avait une qui voulait être pompier, l'autre qui voulait être hôtesse de l'air, l'autre qui voulait être médecin. Bon, il y avait, enfin voilà, et il y avait personne autour de moi qui savait pas ce qu'il voulait faire et pour qui ça posait un problème en fait. Les gens ils savaient pas, mais ils continuaient en fait, ils suivaient la Ouais. voie toute tracée, tu vois, de, en l'occurrence, grande école et puis ensuite du consulting et puis ensuite voilà. Et puis avant ça, c'était le bac S, la prépa, la grande école. Enfin voilà, dans le milieu privilégié dans lequel je suis, c'était plutôt ces voies toutes tracées. Et moi, depuis toujours, je voulais pas suivre une voie toute tracée, sauf que j'avais pas encore conscience que je pouvais tracer ma propre voie. Mhm, mhm. Et ça, j'en suis rendu compte au fur et à mesure. Et quelles ont été les étapes? Ben, je pense que ça a été vraiment une première étape, celle de cette association, où là, je me suis vraiment sentie dans un flow, pour reprendre Voilà, ouais. l'expression trouve ton flow. Euh, ouais, je me suis vraiment sentie extrêmement épanouie, extrêmement utile. J'ai eu plein de retours autour de moi. Donc j'ai essayé de capitaliser sur ces moments que j'ai aimés, sur ces postures que j'ai aimé prendre. J'aimais beaucoup manager des équipes, j'aimais beaucoup coacher pendant ces interventions à l'hôpital, j'aimais beaucoup communiquer. C'est des choses que je fais encore aujourd'hui en fait. Et à partir de ça, essayer d'explorer. En fait, j'étais dans une logique de explorer, parce que c'était quand même mes premières expériences professionnelles, donc c'est normal en fait d'explorer. C'est aussi, j'ai aussi envie de partager le message que c'est normal de pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie pour deux raisons. Bah déjà parce que on ne se connaît pas, on vient de se rencontrer, on vient de naître, on a 18 ans, enfin voilà, et puis c'est toute la vie, on peut apprendre à se connaître, à savoir qui on est, ce qu'on a envie de partager au monde, ce qu'on peut apporter. Donc j'ai envie de normaliser en fait cette quête de la connaissance de soi. Mhm. Et donc c'était normal que je sache pas, j'avais besoin de temps pour me connaître. Et deuxième point, j'avais besoin de temps pour connaître ce qui existait. Et donc j'ai eu toute une première phase comme ça pour explorer l'existant. Donc il y avait des choses sur lesquelles je savais que je voulais pas du tout m'embarquer. Paradoxalement, la médecine, mes deux parents sont médecins et je suis très fière d'eux, très fière de leur parcours et en même temps je sentais que c'était quelque chose qui était pas fait pour moi, Mhm. même si je trouve que c'est un métier hyper noble et j'aurais aimé vouloir être médecin, mais c'était pas le cas. Ça résonne un peu. J'aurais aimé vouloir être médecin parce que je trouve que c'est une profession qui est à la fois, qui peut à la fois être épanouissante, impactante et rémunératrice, qui sont mes critères aujourd'hui et Oui. sur lesquels j'accompagne. Alors, on Mais va j'étais revenir pas, sur ça. voilà, mais j'étais pas appelée par ça. Donc, je savais ce que je Mhm. voulais pas, être médecin. Et puis après, j'avais besoin d'explorer. Donc, j'ai exploré des trucs, à la fois travailler dans une grande maison de luxe. J'ai même travaillé pour le tabac, à un moment, une boîte de tabac. Bon, c'était un petit job étudiant, mais aujourd'hui, je le ferai pas, j'ai pas envie de contribuer à cette industrie-là. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais une passion, en fait, pour l'éducation. Et à partir de là, Mhm. j'ai exploré tout le secteur de l'éducation. Donc j'ai pu explorer dans une ONG pour l'égalité des genres, j'ai pu explorer dans une start-up, j'ai pu explorer dans une petite entreprise de conseil en éducation, j'ai pu explorer dans l'ambassade de France aux États-Unis sur la coopération universitaire, dans une association on purpose, en créant, en cofondant et développant notre propre association avec le Noise, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, à force d'exploration, à Mhm. force, et j'ai énormément bossé, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un été où je bossais pas, j'ai fait tous les stages, je me suis bâtie pour pouvoir faire des stages alors que mon université donnait pas de convention de stage. Enfin, j'en ai vraiment fait ma priorité de savoir ce que je voulais faire de ma life et je voulais pas sortir diplômée sans avoir une piste un peu, Ouais. un peu, voilà. Donc j'ai surinvesti ce domaine-là, sous-investi le Mhm. domaine du sommeil, sous-investi le domaine des relations. Voilà, c'était pas équilibré à l'époque, je dois bien l'avouer, euh, qui se rééquilibre progressivement. Donc cette phase d'exploration, ça m'a permis de savoir ce que je voulais pas, de savoir ce que je voulais et d'approfondir. Donc le domaine de l'éducation et puis l'approche de l'entrepreneuriat
puisque j'ai développé, cofondé des associations, donc le Noise, Coexister Dauphine et Coexister Paris. Et c'était une posture qui m'animait énormément. Et puis je me suis donc finalement orientée vers un master en entrepreneuriat. Et donc voilà, j'ai petit à petit à la fois clarifié le secteur qui était l'éducation, la posture qui était une posture entrepreneuriale, et puis aussi le mode de management, le mode de gouvernance. J'ai testé plein de formats, petite entreprise, grande entreprise, moyenne, etc. Et j'ai bien vu que j'avais vraiment besoin d'une marge de liberté, d'avoir des managers bienveillants, de collaboration, etc. Et donc ça m'a permis sur tous ces niveaux de préciser jusqu'à obtenir mon stage de fin d'études rêvé au sein de la boîte Ticket for Change, une start-up sociale qui accompagne les premiers pas d'entrepreneurs du changement. Et puis, à travers cette expérience-là, j'ai appris, j'ai changé et je me suis rendu compte que, en fait, j'allais pas rester toute ma vie dans cette boîte-là et qu'en fait, le fait de changer, ça faisait que mon job idéal avait changé. Et donc, j'ai continué sur la même mission d'accompagner les premiers pas d'entrepreneurs du changement, mais dans une autre structure, dans une école. Et donc là, j'ai accompagné des programmes pédagogiques entrepreneuriaux à l'école ESCP Europe. Et puis ensuite, j'ai eu envie d'être indépendante, déjà parce que j'avais très envie d'entreprendre depuis longtemps, et puis que ça commençait à devenir très très tendu dans mon job à l'époque avec mon manager. J'avais frôlé le burn-out, j'avais frôlé le harcèlement moral, et il était temps de dire stop et de passer à autre chose. Ce que j'ai réussi à faire grâce à l'aide d'un coach qui m'a accompagnée pendant cette transition et qui m'a permis du coup de rééquilibrer ma vie, d'éviter le burn-out et puis de préparer ma prochaine étape professionnelle qui était d'entreprendre et de devenir coach et formatrice à mon compte après ma certification à l'Institut des neurosciences appliquées. Et je tiens vraiment à souligner le fait que c'est tout un voyage à une aventure que j'ai beaucoup vécu dans la peur en fait de pas savoir ce que je voulais, comme si c'était pas normal à 18 ans de savoir, enfin voilà, c'est normal à 18 ans de pas savoir ce qu'on veut mais j'avais peur, je l'ai vécu vraiment pas toujours dans le plaisir, et aujourd'hui c'est vraiment un changement d'état d'esprit que j'ai envie de partager, qui est que pour moi, il n'y a pas de pression à savoir tout de suite trouver sa voie. Je trouve que ça met une pression, et moi je suis plutôt en mode chercher ma voie avec le plus de curiosité, de patience et puis de plaisir possible, parce que je change, mes envies changent, mes talents changent, et donc je m'autorise à faire évoluer mon job au fur et à mesure des étapes de vie, que la société évolue, etc. Et donc j'ai envie de pouvoir partager cet état d'esprit-là, d'apprendre à mieux se connaître, pour faire des choix qui nous correspondent encore plus en termes de choix de mode de vie, mais aussi de travail, et de s'autoriser à actualiser aussi sa voie, sa vocation, pour pouvoir se lancer de nouveaux défis, apprendre de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas pour l'étape d'après, et ajuster et faire un petit peu peut-être le deuil de ce job idéal immédiat. Moi, je le vois plutôt comme un cap en fait, me demander ok, c'est quoi mon mode de vie idéal, c'est quoi mon job idéal, et puis comment est-ce que je peux faire pour m'en rapprocher petit à petit. Et puis parfois, j'ai l'impression que c'est mon job idéal, mais par exemple, je rêvais de donner des cours de développement personnel et professionnel dans une école, et une fois que je l'ai fait, j'étais super contente, super fière, j'ai eu des retours hyper touchants, vraiment. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais de l'avoir fait, je m'étais rendu compte qu'en fait, c'est pas ce que je voulais faire pour la suite. Donc, voilà. Aussi accepter de faire la part des choses entre ce que je pensais vouloir faire, et puis une fois que je le fais, je me rends compte que j'ajuste. Et un peu comme en entrepreneuriat, cette dynamique du test and learn, quoi. J'expérimente et j'ajuste. J'ai l'impression d'avoir envie d'aller dans cette direction, mais je suis pas sûre. On teste un premier petit pas, un deuxième petit pas, etc. On teste et puis on voit si c'est juste, et puis si c'est pas complètement juste, ça le sera jamais, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et on ajuste, on conserve ce qu'on a appris qu'on aimait en termes de mission, en termes d'entourage, en termes d'environnement, en termes de conditions de travail, etc. Et puis on ajuste et on se rapproche petit à petit, en repriorisant aussi ces critères, parce qu'il y a certains moments de vie où la priorité, ça va être le type de mission, d'autres moments où ça va être la localisation, d'autres moments où ça va être la rémunération, et de bien prioriser ces critères pour pouvoir se sentir aligné. Moi, en ce moment, par exemple, j'ai décidé d'alléger mon temps de travail. J'aime beaucoup travailler, mais là, dernièrement, en fait, on est en période de déconfinement, et j'ai été enfermée, j'ai eu le Covid moi-même.
ça m'a pesé. Et donc là, j'ai eu envie d'alléger mon temps de travail pour pouvoir profiter avant le couvre-feu de 21h, pour pouvoir profiter de l'été, pour pouvoir faire du workly day. Et voilà. Et j'en ai fait ma priorité. Et du coup, bah, j'ajuste aussi le reste en fonction. Donc, aussi de définir des priorités. Voilà, ma priorité là, c'est d'avoir un manager qui soit inspirant et qui puisse m'accompagner sur telle chose, où là, la priorité, c'est de pouvoir me reconnecter à mes talents et mes motivations et de tester tel service pour tel type de clientèle et puis apprendre de cette expérimentation et de vraiment avoir une intention très claire sur qu'est-ce que je viens faire là, qu'est-ce que je viens faire dans cette étape de ma vie, dans cette étape professionnelle, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de clarifier, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre. Et du coup, d'être toujours dans une logique de je profite de cet instant, même s'il n'est pas parfait, parce que ce sera jamais parfait, mais on peut en profiter avec toute la beauté de l'imperfection et tout ce qu'on apprend et ce qu'on peut vivre de beau au passage. Mais trop, c'est super bien ton témoignage. Franchement, je pense que parce que je retrouve énormément d'éléments que aussi les personnes m'amènent, tu vois, encore aujourd'hui. J'avais une personne en coaching très intuitive qui fonctionne très fort au feeling, etc. Mais qui, une fois arrivée dans le monde du travail, s'est retrouvée un peu comme tu décrivais au tout début, quand tu te sentais bête, tu te sentais mal, etc. Et donc, qui, du coup, toutes ces intuitions-là, tout ce qui lui paraît naturel, l'a mis de côté, en se disant, tous ces ressentis, agir dans des choses qui sont faciles et naturelles pour moi, c'est pas possible. Et donc, en coaching, voilà, la personne voulait absolument tomber sur le job fait pour elle, où il serait parfaitement à sa place et tout. Et en oubliant qu'en fait, on n'est plus non plus dans un monde où on fait le même job jusqu'à la fin de sa carrière. Enfin, c'est peut-être possible, mais ça change. Et donc, l'idée, c'était de se dire, bah oui, finalement, expérimentons pour voir si on aime bien, en le vivant directement, un peu comme tu as fait dans ta phase de recherche, mais que tu fais encore aujourd'hui, le fait d'expérimenter, d'essais-erreurs, et de garder finalement à chaque fois de chaque expérience ce qui nous a le plus plu, et en épluchant, en lâchant ce qui n'est plus en accord avec nous-mêmes à l'instant T, quoi. Et donc je pense que ça va parler à plein de personnes qui aussi se mettent beaucoup de pression sur il faut absolument que je trouve genre l'intitulé parfait qui corresponde parfaitement au talent que j'ai identifié, etc. Alors que voilà, finalement il y a c'est du test and learn comme tu disais parfois, quoi. Une fois qu'on est au clair sur ce qu'on cherche, après on y va, on fait le bilan et on améliore, quoi. Oui, je trouve ça en fait plus serein d'aborder la vie comme une aventure, la recherche de sa vocation comme un voyage, plutôt que on était censé savoir à 18 ans et on sait pas, et du coup c'est la panique et on a l'impression de passer à côté de notre vie, etc. Voilà, d'avoir cette dynamique de quête, de recherche, et que en tout cas pour moi c'est la quête d'une vie. Ça veut pas dire qu'on saura jamais de toute la vie ce qu'on aime faire et qu'on n'aura jamais de plaisir et qu'on n'apprendra pas. C'est juste que c'est une quête et on va avoir des nuances, on va avancer dans notre quête. Mais c'est aussi ça qui est beau, ça veut dire que la vie est riche, qu'on a plein de choses à apprendre, plein de choses à explorer, plein de choses à apprendre à connaître sur soi, sur les autres, sur le monde, et c'est ça qui est riche aussi. Donc aussi la façon dont on va aborder la vie comme un problème, comme un labyrinthe, ou plutôt comme une quête, comme une aventure, comme une quête, comme une aventure ou comme un voyage, ça va aussi changer notre ressenti en fait par rapport à ça. Et donc, comment est-ce qu'on va faire le chemin? On dit souvent que le bonheur c'est pas une destination, c'est le chemin. Et donc de se rappeler ça, que c'est chaque étape de sa vie, chaque étape de sa vie professionnelle qui compte, et pas tant la destination, le job de rêve, etc. Mais vraiment de profiter le mieux qu'on puisse. Et de donner du sens, parce qu'il y a parfois des souffrances malheureusement au travail, des grandes souffrances, mais de se rappeler que voilà, le travail n'est pas synonyme de souffrance, même si étymologiquement
il vient un petit peu de là, mais de se rappeler que vraiment le travail, en tout cas, c'est vraiment une philosophie, une vision de la vie que j'ai envie de partager et d'incarner le mieux possible, que le travail peut être source d'épanouissement, mais aussi de contribution. Et c'est vraiment hyper important de se le rappeler parce que en France et puis dans le monde, mais aussi en France, on associe beaucoup de choses au travail. On a beaucoup de croyances limitantes sur le travail, sur le fait que on doit souffrir au travail, que ça doit être dur, si on a un travail qui est utile, alors c'est normal de ne pas gagner sa vie. Ah oui, donc en fait c'est logique de gagner sa vie quand on détruit la planète, mais pas quand on est utile à la planète. Mais il y a un petit truc qui va pas, quoi. Donc oui, ou quand on souffre, ou quand on n'est pas bien, ou quand on se sent mal. Plus on se sent mal, et plus on est censé gagner de l'argent, peut-être. Voilà. Et puis plus on a de temps de travail, plus on est méritant. Alors qu'en soi, si t'as tout fini en 2 heures, à quoi bon rester les 4 heures suivantes? Enfin voilà. Donc de vraiment, encore une fois, c'est pas un jugement. Moi, j'aime travailler sur pas mal d'heures, hein, mais de lutter aussi contre ce présentéisme, il y a des fois où il suffit de faire une action très bien posée, positionnée, pour que ça atteigne l'objectif, et on n'a pas besoin de travailler 4 heures, en fait. J'entends une petite sirène qui fait un petit peu... Et en fait, par rapport à cette vision que tu abordais du voyage, etc., en fait, c'est ça aussi, le fait est que chacune vit un voyage différent. J'ai une de mes meilleures amies, un jour, elle s'est dit, ah non, mais en fait, moi, j'ai fait des études de journalisme et tout, ça fait 5 ans que je fais ça, mais en fait, ma passion, ça a toujours été devenir vétérinaire. Et voilà, elle est devenue vétérinaire parce elle savait depuis enfant, en fait, que c'était ça sa passion. Mais tout le monde n'a pas ça, en fait. Tout le monde n'a pas cette vocation, cette passion. Et je pense que ça aussi, c'est une échelle un peu. Et que il faut pas se mettre de pression non plus par rapport à ça. Moi non plus, j'ai pas une vocation ou une passion. C'est plus un chemin plein de rebondis de haut et de bas. Et finalement, j'avance comme ça à chaque fois en me disant, là, qu'est-ce que j'ai bien aimé? J'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Et en me dirigeant comme ça, petit à petit, quoi. C'est intéressant que tu amènes le sujet de la passion, parce que moi aussi, je me considérais comme quelqu'un qui n'avait pas de passion. Et encore une fois, je trouve que je me suis découverte / créée des passions. Voilà. Et aujourd'hui, je sens vraiment que je suis passionnée par l'éducation, je suis passionnée par le développement personnel et professionnel, je suis passionnée par le féminisme, l'égalité des genres, je suis passionnée par l'entrepreneuriat, je suis passionnée par plein de sujets qui sont aujourd'hui au cœur de ma vie. Et en même temps, donc je suis hyper contente et je me sens... Enfin, tu vois, je faisais le bilan des rêves que j'avais accomplis pendant mes 30 premières années déjà. Et au début, j'écrivais un peu les choses que les autres peuvent avoir comme rêves ou qui sont factuellement au regard des autres des rêves. Donc le fait d'avoir fait un TEDx, d'avoir coécrit un livre, etc. Et puis, en fait, ce qui m'a vraiment touchée dans cette liste, ça a surtout été, trouver du sens dans ma vie professionnelle, trouver de la motivation à ma life, quoi. Et c'est vraiment le plus... et il y a des moments où j'ai des baisses de motivation et où j'ai encore besoin de reclarifier, de réajuster, de me réaligner, de me reposer des questions. Et pour moi, c'est la life et c'est bienvenu. Mais vraiment, pour moi, c'est hyper important et je suis dans une gratitude immense d'avoir trouvé cette direction à réajuster à chaque instant, mais d'avoir cette direction et cette motivation. Et en même temps, sujet complémentaire, on peut choisir de faire de sa passion son travail et on peut choisir de travailler sur des sujets qui ne sont pas nos passions. C'est libre, chacun son rapport au travail. Moi, j'ai choisi de travailler sur des sujets qui me passionnent et en même temps, ça crée d'autres challenges. Parce que ça crée la question de quel équilibre de vie, qu'est-ce qui du coup, si je mets toutes mes passions dans mon travail, alors qu'est-ce que je fais de mon temps libre, comment est-ce que je sépare les choses, comment est-ce que j'arrive à déconnecter du travail, donc il y a aussi, en fait, il y a toujours, quels que soient nos choix, il y a toujours une part de responsabilité à prendre sur ce sur quoi on fait des renoncements. Et pour moi, c'est un vrai défi de vie pour les personnes qui choisissent un projet passion, un projet de cœur, que de savoir trouver un cadre, trouver un équilibre de vie, savoir
quelle activité on a envie de rendre rémunératrice, quelle activité ne sera pas rémunératrice, pour trouver son équilibre de vie. Puisque ce qui est important, je trouve, pour être heureuse, c'est de pouvoir nourrir nos besoins. Et nos besoins, ils peuvent être nourris de plein de stratégies différentes. Pour moi, c'est très important, par exemple, j'avais eu un exemple il y a pas très longtemps, mais par exemple, moi, ça me nourrit beaucoup de danser. Et je me suis posé la question, est-ce que la danse, j'ai envie que ça fasse partie de ma vie professionnelle? Parce que l'accompagnement, ça passe aussi par le corps. La danse-thérapie, c'est passionnant. J'ai entendu parler du Koya. Enfin, il y a plein de choses autour de la danse qui sont super. Et aujourd'hui, je choisis de garder la danse comme un loisir, de garder la danse sans enjeu de rémunération, sans enjeu de productivité, sans enjeu de compétences. Et c'est ce qui me permet de garder une sphère pour lâcher prise, pour libérer mon enfant intérieur, pour m'amuser, voilà. Non pas que je m'amuse pas au travail, pour moi c'est hyper important de m'amuser dans mon taf, mais voilà, des sphères aussi en dehors du travail, parce que j'ai eu tendance à vouloir donner tellement de sens à mon travail, et que du coup je voulais tout mettre dans mon travail, mais je ne suis pas obligée de travailler tout le temps, donc je peux avoir du sens dans plein d'autres domaines de ma vie, et tout n'a pas besoin d'être rémunéré. Certains aspects peuvent être rémunérés et d'autres pas, et donc ça peut être intéressant aussi de se poser la question, est-ce que pour moi ça fait sens d'avoir un travail passion? Et si c'est le cas, alors quelles activités vont être rémunératrices et quelles activités vont être de l'ordre du loisir, pour se laisser aussi du temps de lâcher prise, du temps libre, du temps de loisir, et faire de la place pour ces différents domaines de vie, parce que quand on est passionné par son travail, on peut vite tomber dans l'excès, dans le burn-out, l'épuisement professionnel, etc. Et c'est aussi une piste d'attention à avoir, je trouve. Totalement. Et est-ce que du coup, donc on avait dit qu'on parlerait durant ce live aussi d'entrepreneuriat, d'entreprendre aussi globalement dans tous les domaines de sa vie. Et finalement, c'est déjà un peu de ça dont tu nous parles là, puisque tu as parlé de stratégie sur comment satisfaire ses besoins, comment organiser tout ce temps-là, le disperser entre professionnel, loisirs, etc. Et du coup, dans l'accompagnement justement des femmes qui veulent entreprendre leur vocation, c'est quoi les premières questions à se poser? Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur, entrepreneuse? Alors, c'est deux questions différentes pour moi. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur, entrepreneuse? Déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que tu en as envie? Ouais, voilà, c'est ça. Et deuxième question à se poser, c'est est-ce que tu es prêt à t'en donner les moyens? Voilà. Pour moi, c'est pas tant est-ce que tu peux pas. Est-ce que tu en as envie, en conscience de qu'est-ce que ça implique. Il y a des avantages, des inconvénients. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, de la même façon que tout le monde n'est pas fait pour être boulanger, médecin, avocat, peu importe tous les métiers en fait. Je pense que chacun, on a un mode de fonctionnement optimal, des talents comment on dit, des talents qui nous correspondent le mieux. Hop là, un petit twist. Et donc, en fait, s'écouter pour savoir de quoi on a envie, de quoi on a besoin. C'est pour ça que moi, j'ai une vision assez inclusive de l'entrepreneuriat. Je pense qu'on peut entreprendre sa vie. Je pense qu'on peut entreprendre sa carrière autrement que par l'entrepreneuriat au sens du statut juridique. D'ailleurs, avec du recul, je pense que j'ai été entrepreneuse avant d'être micro-entrepreneuse sur mon statut juridique, en fait. Pour moi, c'est ça, en fait. Voilà, je voulais te demander ça. Pour toi, du coup, ça veut dire quoi, entreprendre sa vie, entreprendre sa carrière? Pour moi, déjà, il y a un enjeu de prise de responsabilité. Tu es le et la première responsable de ta vie, de tes émotions, de ta carrière, etc. Donc, est-ce que tu prends la responsabilité et est-ce que tu pars de toi pour mener ta vie, pour mener ta carrière à ton image? Pour moi, c'est ça, être entrepreneur de sa vie. C'est prendre l'initiative, c'est prendre sa vie en main, en fait, se prendre en charge, se prendre en main et ne pas subir ce que la société attend de toi, ce que les autres attendent de toi, la direction qu'on te donne, le métier qu'on veut que tu exerces, mais quelqu'un qui a vraiment envie de partir de soi pour créer une vie à son image, pour créer un job qui lui ressemble. Et en fait, moi, je suis pas forcément favorable
que tout le monde soit entrepreneur. Mhm. Moi-même aujourd'hui je suis entrepreneuse, mais si ça se trouve c'est un statut qui changera. Enfin, par contre, je pense que dans mon fort intérieur, je Mhm. resterai une âme d'entrepreneuse de ma vie, mais ça peut prendre plein de statuts au cours de ma vie. Si tout le monde était entrepreneur, je pense que le monde aurait du mal parce qu'on est tous complémentaires, on a tous des talents différents et les entrepreneurs, ils ont besoin d'équipe. Chacun a sa place, chacun a son rôle, chacun contribue. Donc je pense que chaque rôle est important. En revanche, je pense que si tout le monde était plus responsable, alors le monde tournerait mieux. Et donc pour moi, cet enjeu d'entreprendre sa vie, d'entreprendre la société, d'entreprendre son bonheur, c'est cet enjeu d'être responsable de soi, d'être responsable aussi de respecter les autres, de pouvoir contribuer, de pouvoir voilà. Donc c'est cette démarche-là que moi j'ai envie de promouvoir, d'accompagner. C'est vraiment cette capacité à ne pas subir la vie, mais à la conduire. Et Mhm. avoir cette Mhm. posture justement de créer sa vie sur mesure, parce que je suis convaincue que c'est un service qu'on rend à soi, aux autres et à la planète, parce que plus on va avoir conscience de ce qu'on a apporté, plus on va pouvoir le partager et plus on pourra se sentir heureux, épanoui et contribuer et aider les autres aussi à voir qu'ils sont en capacité de rayonner, d'inspirer, de contribuer et puis bon, le cercle vertueux magnifique quoi. Mhm. Mhm. Et c'est quoi les premières peut-être peurs ou les premiers blocages à dépasser pour devenir entrepreneur, entrepreneuse au sens large, au sens inclusif, comme tu dis? Bonne question. C'est quoi les peurs? Euh, Ou les blocages, tu vois, les croyances limitantes qui peuvent faire que les personnes, même si elles ont cette envie, hmm. sentent quand même qu'elles sont retenues un peu comme ça en arrière. Il y en a plein des blocages. Je réfléchis à ce qui est le plus. Qu'est-ce qui fait qu'on va pas entreprendre sa vie? Bah, déjà, je pense que c'est la croyance que ça doit se passer comme ça. Si Mhm, mes mhm, parents veulent que je fasse ça, alors c'est sûrement qu'ils ont raison. Tu vois, donc croire que les autres savent mieux que soi ce qui est bon pour soi. Ça, je pense que c'est pas évident. Moi, c'est une rééducation permanente de me rappeler que c'est moi mhm. qui ai les réponses, que personne ne sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Donc voilà, vraiment croire que les autres savent mieux que soi ce qui est bon pour soi. C'est aussi partir de l'extérieur, faire ce qui fait plaisir aux autres. Ah bah mon boss il veut que je fasse ça, bon bah je vais le faire. Voilà, c'est en fait à un moment c'est aussi partir de soi pour se dire, Mhm. OK, moi j'aime faire quoi, où est-ce que j'ai de la valeur, et du coup je vais proposer de pouvoir conduire ce projet, je vais proposer de pouvoir changer ce problème en interne qui me fait chier. C'est vraiment, voilà, ne pas croire que les autres savent mieux que nous, euh, et avoir confiance que bah, ta parole compte, ton point de vue compte, et que tu as le droit de proposer, et que ce sera sûrement très utile. Donc ça, c'est le premier vraiment gros blocage que je vois. Souvent, ça revient en coaching, ça, c'est Mhm, être en référence extérieure, en fait. mhm, mhm. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné, donc c'est normal que je fasse ça, tu vois. Donc ça c'est un Oui, premier point. ne pas savoir, mais c'est aussi en fait, ne pas être conscient que le pouvoir d'action aussi est à l'intérieur, quoi, que les réponses, mais aussi le moteur, on peut faire des choses, quoi. Ouais, ouais, merci d'apporter ce terme, le pouvoir d'action. Bah, en fait, ouais, c'est ça, avoir conscience et avoir confiance en son propre pouvoir d'action. Parfois, on a l'impression que le monde est très compliqué, que l'entreprise, elle est très complexe, très grande, qu'entreprendre, c'est trop dur. On peut avoir toutes ces croyances-là, alors qu'en fait, chaque individu a un pouvoir d'action qui est monstrueux. Enfin, Mhm, monstrueux, c'est mhm. peut-être pas le terme, mais qui a un pouvoir d'action qui est très fort, très important. Il y avait une citation comme ça, je crois, du Dalai Lama qui disait, enfin, sur le moustique, là, je sais pas si tu le connais, parce que je me souviens Non. pas exactement, mais ça a coupé. Et j'aurais besoin Ouais. de la retrouver, mais c'est un truc du genre, si tu crois
que t'es trop petit pour faire une différence dans le monde, dors dans une chambre enfermée avec un moustique et tu verras si la petite bête peut pas avoir un gros impact, enfin un truc du genre. J'adore les citations, mais j'ai pas toujours la mémoire de reciter les personnes inspirantes comme il se doit. Mais ouais, avoir confiance en son pouvoir d'action, je pense que t'as raison, c'est un point qui est essentiel pour faire bouger le monde. Et malheureusement, qui peut être aussi une contrainte très forte et un frein à l'action. Ce qui me fait penser à une conférence que j'avais donnée où j'avais partagé effectivement les freins. Et il y avait ce pouvoir d'action. Et il y avait un autre frein qui était de la solitude, en fait. Et croire que être responsable, faire avancer les choses dans sa vie, etc., ça veut dire le faire seul, mais en fait, non. On peut demander de l'aide, on peut avoir du soutien. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, ne pas hésiter à demander de l'aide, à se faire aider, que ce soit psychologiquement, par un psy, par un coach, par un consultant, que ce soit par une équipe si on est en train de monter un projet, que ce soit en déléguant, que ce soit, enfin voilà, de pas hésiter à se faire aider. Souvent, on a l'impression qu'être autonome, c'est toujours savoir, ne jamais poser de questions, etc. Mais en fait, non, on gagne en autonomie en apprenant, on gagne en autonomie en osant dire ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas. Moi, je te dis, avant, je pensais que j'étais bête. La meuf, elle a fait une grande école et elle croit qu'elle est bête. Alors, bon, et tous les gens qui font des grandes écoles sont pas forcément intelligents, mais je me dis, c'est chaud d'arriver là et dans un système éducatif français, en tout cas de suivre toutes les étapes et de considérer que je suis bête. Et en fait, au moment où j'ai lâché cette croyance, où je me suis fait de confiance que chacun avait de la valeur et donc moi aussi, mais ça a été une libération de pouvoir juste dire je n'ai pas compris, je ne sais pas. C'est une libération qui est immense parce que je m'autorise à apprendre, je m'autorise à être authentique, je m'autorise à être imparfaite et je m'autorise à aussi montrer aux autres que c'est légitime de ne pas tout savoir, que c'est légitime de douter, que c'est tant mieux qu'on apprend, tu vois. Donc voilà, ne pas hésiter à demander de l'aide, à demander du soutien, c'est aussi quelque chose qui est important. Moi, quand j'ai frôlé le burn-out, quand j'ai été dans de très mauvaises conditions professionnelles avec mon patron, je me suis fait coacher. J'ai demandé de l'aide de mon entourage et aujourd'hui, je vois une psy toutes les semaines. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'aide dans ma santé mentale. Et aujourd'hui, c'est vraiment un engagement que j'ai envie d'avoir. C'est-à-dire que j'ai eu une prise de conscience récemment qui m'a beaucoup plu. J'ai chopé le Covid il y a 2 mois. Et en fait, j'ai été très épargnée dans mes souffrances physiques. J'en suis très reconnaissante. J'ai récupéré tous mes sens et tout. Par contre, j'ai été très perturbée. J'ai eu beaucoup de souffrances psychologiques. Et on n'en a pas du tout parlé. En fait, moi, les gens me parlent souvent de j'ai perdu le goût, j'ai eu mal, j'ai eu des courbatures, j'avais trop mal, j'étais trop fatiguée. Mais personne ne me parlait des blessures psychologiques, en fait. Et du coup, de vivre cette traversée de crise existentielle terrible que j'ai eue pendant le Covid, de vulnérabilité extrême, je me suis dit, mais en fait, c'était douloureux. Et de reconnaître, en fait, cette souffrance, ça m'a rappelé à quel point, en fait, la santé psychologique est aussi très importante. Et ça tombe bien, puisque c'est le thème de mon travail aujourd'hui aussi. Et ce qui fait la boucle avec ce que je te disais avant, qui est, mes parents sont médecins. Et je me suis toujours dit que je m'étais construite un peu en opposition. Mais en fait, mes parents s'occupent de la santé physique et moi, je m'occupe de la santé psychologique. Et donc, finalement, je me suis aussi construite à travers mon éducation, mes valeurs, et que ça vient aussi rééquilibrer les perceptions de la santé et qu'on n'est pas juste un corps, on est aussi un esprit, on est aussi un cœur, on est aussi une âme, on est aussi on est une personne complète, on a un cœur, on a des émotions, on a tout ça, en fait. Et je trouve ça très, très important de prendre soin de soi sur tous ces aspects de santé, alors qu'aujourd'hui, beaucoup plus légitime quand on a un problème mal quelque part d'aller voir un médecin, beaucoup moins légitime quand on est en train de déprimer ou qu'on a une souffrance psychologique d'aller consulter un psy ou un coach. Et ça, je trouve ça vraiment très dommage. C'est une culture anglo-saxonne qui est quand même bien plus développée et je rêve d'un monde dans lequel on aille aussi simplement et aussi fièrement consulter une aide psychologique qu'on va consulter une aide médicale en cas de souffrance physique.
Et donc, j'ai envie de contribuer à ça. Et merci au Covid de me l'avoir gentiment rappelé. Bah merci, j'étais en train de me dire Rebecca, merci pour enfin voilà toute ta franchise et tout ce que tu partages, ça va faire vraiment du bien à toutes les personnes qui vont l'entendre. Et Avec c'est plaisir. exactement comme tu le dis par rapport aux médecins. Moi aussi, dans tous les tests de personnalité que j'ai pu faire, même au niveau de l'orientation, à chaque fois, j'avais médecin, santé qui revenait. Et comme toi, exactement, j'ai toujours dit, ah non, ça, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Je vois une goutte de sang, je m'évanouis. Enfin, et récemment, pareil, je me suis dit, quand tu vois les personnes venir qui sont tellement en mal-être, de pas se sentir bien dans leur travail, de penser qu'il n'y a pas d'issue, et que en fait, elles ouvrent le champ des possibles, elles se reconnectent à elles-mêmes et elles se reconnectent à ce pouvoir d'action qu'on dit, enfin, dont on a parlé. Bah ça contribue à aussi une meilleure santé globale des personnes, quoi, qui sortent d'un cercle vicieux du coup de négativité, de faible énergie. Donc carrément. Et en fait, quand tu parlais de justement prendre soin de soi pour prendre soin des autres, est-ce que ça c'est au cœur aussi de ton accompagnement sur entreprendre un peu sa vocation? Ouais. Pour moi, c'est au cœur de ma vie, c'est au cœur de mes accompagnements. Pour moi, si j'ai envie de vivre ma vie et pas la vie des autres, j'ai besoin de m'écouter. Mhm, J'ai mhm, besoin mhm. d'avoir cette écoute de soi qui me permet de savoir de quoi j'ai besoin pour pouvoir m'indiquer une direction qui m'appartienne, en fait. Et pouvoir l'ajuster au fur et à mesure parce que j'ai pas besoin des mêmes choses au même moment. Et donc, pour moi, pour créer une vie à son image, une voix à son image, une vocation à son image, on a besoin de partir de soi, créer sa voix à partir de soi. Et donc, ça nécessite de s'écouter, ça nécessite de se connaître, ça nécessite de se faire confiance pour pouvoir ensuite communiquer, redonner, partager, impacter, rayonner, inspirer. Et donc, évidemment, je travaille énormément sur l'intériorité, énormément, parce que je pense que tout part de ça. Là, je reviens d'une retraite en communication non violente qui m'a Mhm, encore plus confortée dans l'idée que tout part de soi, que notre mhm, monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc si on a envie d'impacter à l'extérieur, on a d'abord besoin de prendre soin de notre intériorité. Et donc du coup, ensuite, évidemment, une fois qu'on a travaillé cette intériorité, eh bien, effectivement, de partager au monde avec nos intentions. Qu'est-ce que je veux maintenant que je sais de quoi j'ai besoin? Hop, qu'est-ce que je mets en place? Comment j'y vais à ma façon? Et là, on s'appuie plutôt sur c'est quoi mes forces, c'est quoi mes talents, c'est quoi l'environnement de prédilection dans lequel je m'épanouis et j'apporte le plus de valeur. Et une fois qu'on sait quelle direction on a envie d'avoir, qu'on se fait confiance, qu'on sait comment y aller, on est inarrêtable. Inarrêtable. Bien sûr qu'on continue à se poser des questions, mais j'ai envie de dire tant mieux. Pourquoi est-ce que les questions devraient être des problèmes? Les questions, c'est des appareils à réponse. Ça ne mhm, devrait pas nous faire peur. Aujourd'hui, on a un peu rendu ce tabou parce qu'on a l'impression qu'on devrait tout savoir mhm, parfaitement, qu'on mhm. doit être des experts, etc. Mais questionner, c'est une preuve de sagesse. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est connais-toi toi-même. Toutes les grandes philosophies, toutes les grandes courants de sagesse nous invitent à nous questionner, nous invitent à remettre en question, nous invitent à douter. Ça fait partie de la sagesse, ça fait partie de questionnement identitaire, ça fait partie euh, de, de, je pense, ouais, de sagesse, quoi, qui est aussi une valeur qui est importante pour moi. Donc, voilà. Trop bien. Eh bien, écoute, comment est-ce que... Oui, parce que aussi, tu as dit tout à l'heure, et j'avais gardé ça dans un coin de ma tête, toutes les voies tracées, tu vois, qui te présentaient à toi, ou et ça, beaucoup de personnes le vivent aussi, la voie toute tracée par les parents, par la société, etc. On a tendance à vouloir la suivre parce qu'on n'est pas conscient qu'on peut en tracer une soi-même, quoi. Hmm. Et donc on Ouais. a dit un peu par où commencer, tu vois, si pour les personnes qui ont cette envie-là, après avoir dépassé les quelques premiers blocages, les premières croyances, les peurs et tout, c'est d'après ce que tu as dit, revenir à soi, quoi. Donc aller regarder à l'intérieur et reprendre confiance en ses sensations, ses ressentis. Et après, du coup, comment on passe à l'action? Hmm. Ouais. Je dois t'avouer que là, tout de suite, c'est ambitieux comme programme en quelques minutes et en même temps, bien sûr que chaque pas, chaque petite action ou inaction d'ailleurs,
En ce Mhm. moment, je suis beaucoup dans arrête de faire et soi. Mhm. Mhm. On promeut beaucoup l'action en fait dans notre société et c'est aussi un mal de notre siècle, euh, la suractivité, la surconsommation, etc. Et donc être aussi. Et du coup, bah, le premier truc qui me vient, c'est pour être en contact de cette écoute de soi, bah, prendre un temps avec soi. Mhm. Déjà, Mhm. on a souvent tendance à être dans l'action, être avec des autres. Récemment, j'ai mis aussi conscience sur la musique. Je Mhm. pensais pas que la musique me détournait. Mais en fait, le silence, moi, m'apporte aussi beaucoup de sérénité, beaucoup d'ancrage, beaucoup... Je suis beaucoup plus connectée à moi-même avec du silence qu'avec de la musique. Donc quand j'ai envie de me connecter à moi-même, c'est plutôt avec du silence. Donc bah, la première chose pour se connecter à soi, c'est faire de l'espace. On a souvent peur du vide, peur d'être seul. C'est vrai, hein. Et ça a été bien révélé avec les confinements, etc. Donc déjà, d'entretenir cette présence à soi, euh, donc de garder du temps pour soi. Ça, c'est la première chose. Mhm. Mhm. Du- Ouais, s'autoriser, en fait, c'est ça. C'est s'autoriser à prendre du temps pour soi. Ouais, s'autoriser à prendre du temps pour soi, c'est très bien reformulé. Et c'est souvent une des premières étapes franchies avant que les femmes Mhm. osent Mhm. arriver en coaching. Parce que Mhm. ça nécessite déjà d'avoir du temps, en tout cas de s'autoriser à avoir du temps pour être accompagné, pour changer. Donc effectivement, la première étape, c'est déjà de se sentir digne, Mhm. Mhm. de se sentir digne d'avoir du temps, de prendre soin de soi. Et ensuite d'avoir le temps. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant dans ce temps? Bah déjà, on n'est pas obligé de faire, pour reprendre un peu ce que Mhm. je disais, juste d'être. Je pense à la méditation, c'est aussi un outil qui est très intéressant pour s'écouter. Je pense à la communication non violente, donc de façon très simple, de se demander régulièrement, par exemple une fois par jour, comment je me sens. Moi j'adore quand on me pose la question sincèrement, comment tu vas aujourd'hui Rebecca? Et je réponds sincèrement. Je réponds rarement un ça va, merci et toi. Tu vois, c'est rare. Bien sûr, quand on est en politesse, machin, mais souvent, c'est une vraie belle question de checker son état interne. Mhm. Mhm. Et quelle attention tu te portes, tu vois. Se poser au moins une fois par jour la question comment tu vas. Ok, là, je me sens comment? Et bah, parfois, tu vas pas te sentir très bien. Et ça vaut le coup de savoir ce qui se passe pour pouvoir réajuster ou juste accueillir, traverser. Voilà, je me sens Voilà. hyper. Mhm. Lundi, je me suis sentie hyper triste. Bon, bah, ça arrive, c'était pas du tout agréable, mais j'avais besoin de traverser ça. Et donc, au lieu de me forcer à travailler, à machin, un truc, bah non, bah j'ai pleuré. Voilà, j'ai passé ma Mhm. journée à pleurer et ça m'a fait du bien. Après coup, sur le coup, ça fait mal, mais je sais que j'ai besoin de traverser ça et c'est bienvenu. Et puis le lendemain, j'étais mieux en forme et j'ai été super efficace en fait. Mhm. Mhm. Et parfois, je vais me sentir bien. Aujourd'hui, hier, je me suis sentie sereine, je me suis sentie joyeuse, enthousiaste, inspirée. Et bah, ça fait du bien aussi de le noter, d'avoir de la Mhm. gratitude pour ça. Plutôt que de passer d'une chose à une autre, d'une personne à une autre, mais juste de prendre le temps de faire cet état interne de waouh, là tout de suite, en fait, je me sens inspirée, quoi. Mais c'est génial. Et du coup, c'est quoi les besoins derrière? Bah, en fait, je me sens inspirée parce que j'écoute mon rythme, parce que j'ai écouté tel podcast, parce que j'étais en train de parler avec telle personne, parce que j'ai besoin de douceur, parce que bah, justement, pourquoi je me suis sentie aussi bien hier? Bah, parce que la veille, je m'étais écoutée, j'allais pas Mhm. bien, et j'ai été indulgente, je me suis apporter de la douceur, de la compréhension. J'avais un projet, enfin j'avais prévu de voir des amis, bah, j'ai annulé, elles ont compris, j'ai passé du temps avec moi. Enfin, voilà. Donc c'est ça aussi l'intérêt Les réponses, elles sont en moi. Donc si je m'écoute pas, je trouve pas mes réponses. Si j'écoute les Mhm. réponses des autres, ce sera peut-être des choses qui fonctionnent pour elles, mais pas pour moi. Donc pour trouver mes réponses, j'ai besoin de m'écouter et de garder confiance que c'est moi qui ai les réponses et de me donner du temps aussi pour trouver le discernement. Parce que parfois, on a besoin aussi d'un peu de temps pour comprendre de quoi on a besoin, pour clarifier la direction qu'on a besoin de prendre. Et je trouve ça important aussi de pouvoir donner cette place aussi au temps. Je parlais de l'action, il n'y a pas tout à l'heure, la place qu'on donne à l'action, mais aussi la place qu'on donne au temps. Et les choses importantes méritent du temps. Et donc, si moi j'estime que je suis importante, Mhm. je me donne du temps avec moi-même et je prends soin de ce temps. Donc, j'ai parlé de méditation, j'ai parlé d'écoute
empathique avec soi, d'autocompassion, avec ce comment je me sens, de quoi j'ai besoin, quels sont les besoins qui sont nourris, pas nourris, et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux, qui sont les bases de la communication non violente. Euh, il y a plein de choses, voilà, on peut travailler sur nos valeurs, on peut travailler sur nos motivations, on peut travailler sur nos talents, on peut travailler sur plein de choses qui permettent de créer une vie à partir de soi et surtout de se réinventer tout au long de sa vie, qui est un peu mon Mhm. créneau. Parce que moi, ça me parle pas tant que ça d'expérience personnelle et sur les profils que j'accompagne, sur les reconversions radicales. Moi, je pense pas qu'il y ait une reconversion radicale à un instant de sa vie. Je pense qu'on est en réinvention à plusieurs Ouais. moments de sa vie. Le monde change, j'apprends à mieux me connaître, donc j'apprends à ajuster ma vie en fonction de l'énergie que j'ai, en fonction de ce dont j'ai besoin, en fonction de mes priorités du moment, en fonction d'un Covid qui arrive, en fonction, voilà. Et donc, je trouve que c'est une vraie compétence aujourd'hui à avoir, que cette compétence à se réinventer professionnellement et personnellement, plutôt que de voir que ah merde, je suis perdue, du coup je suis un cas, du coup c'est mort pour moi, j'aurais dû savoir 10 ans plus tôt. Non, en fait, juste, c'est ok de se poser des questions, c'est même sage à mon avis, c'est ok de se chercher, c'est ok de changer d'avis, c'est ok d'avoir des étapes dans sa carrière, et même, j'ai envie de dire, c'est peut-être ce qui nous permet d'évoluer, de grandir, Mhm. de s'accomplir, plutôt que de stagner ou de rester dans un univers dans lequel on s'épanouit plus. Et donc, j'ai envie d'encourager, en fait, parce qu'on a besoin de courage dans ces moments où on se sent perdu, où on sait plus trop qui on est, où on sait plus trop où on va, où on sait plus trop si on est utile. J'ai envie d'encourager, j'ai envie d'apporter de l'amour, de la confiance à ces personnes pour leur dire que bah, c'est ok. Il y a des moments où on est un peu perdu, il y a des moments où on remet en question, et c'est aussi parce que peut-être c'est des moments où on a besoin d'apporter des changements dans sa vie. Et effectivement, dans des moments pareils, parfois, ça vaut le coup d'être un peu accompagné, d'être un peu soutenu, Mhm. d'être un peu guidé. Et il y a plein de façons d'être accompagné, d'être guidé, d'être soutenu. J'ai parlé tout à l'heure de moi qui consulte une psy, j'ai consulté des coachs, j'ai consulté des consultants, je consulte aussi des groupes de pairs, d'autres entrepreneuses coachs en co-développement, en discussion. J'ai évidemment mon soutien tribal, mon soutien amical, mon soutien familial. On peut trouver du soutien à plein d'endroits. Et je tiens à souligner, parce que moi, je m'étais posé des questions pendant des années avant de passer le cap de solliciter une aide psychologique, d'abord le Mhm. coaching, ensuite la thérapie. Euh, c'est une aide professionnelle et Mhm. extérieure. Et donc, ce n'est pas pareil qu'une aide amicale, familiale, amoureuse. L'écoute, c'est une compétence professionnelle. L'empathie, c'est aussi une compétence professionnelle. Le regard extérieur n'est pas le même s'il y a des gens qui projettent sur vous l'image que vous avez dans votre famille ou qui vous étiez avant. Non, ce qui est important, c'est qui vous avez envie d'être et si vous avez envie de vous donner les moyens de cheminer dans cette direction, tout en ayant de l'amour et du respect pour la personne que vous êtes dès aujourd'hui. Et Mhm. voilà, je Mhm. voulais vraiment souligner ce point-là. Je m'étais beaucoup posé la question de mais c'est bizarre de payer quelqu'un pour m'écouter alors que en fait j'ai plein d'amis qui sont là pour ça. Et en fait, bah, ça n'a rien à voir, voilà. Mhm. Et, et je l'ai expérimenté pour en prendre conscience. Ce n'est pas la même posture, ce n'est pas les mêmes apports, ce n'est pas la même. Ouais, c'est pas. Ce sont des professionnels qui sont concentrés sur vous, alors que dans une relation, euh, c'est réciproque, voilà, c'est pas centré sur vous, c'est centré sur la relation et c'est dans une démarche amicale et non professionnelle. Donc, voilà, je me rappelle m'être longtemps posé ces questions-là, donc j'ai envie de partager les réponses que je trouve aujourd'hui avec du recul et les réponses enfin mes réponses personnelles et chacun est libre de trouver les siennes évidemment. Bah, merci beaucoup. Je pense que ça va répondre cet échange à beaucoup de questions et vraiment de façon pratique par rapport à ce que les personnes peuvent vivre, tant sur le plan de leur orientation, mais sur plein d'autres sujets qu'on a abordés aussi. Et bah, je vais te demander, je pense que bah, si les personnes qui regardent le live veulent te suivre ou veulent intégrer un de tes accompagnements, euh, où, comment est-ce qu'on peut te retrouver et comment ça se passe? Bah, merci beaucoup pour ta curiosité. Alors, j'ai le plaisir d'avoir mes accompagnements individuels complets jusqu'à novembre. Donc, si quelqu'un souhaite se faire accompagner, il peut
j'accompagne les femmes, hein. Elle peut, donc je vais passer au féminin, elle peut tout à fait me solliciter pour une séance découverte offerte et se mettre sur liste d'attente pour novembre. Et puis la bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir accompagner plus de personnes dans une logique d'émulation collective, je lance un programme de groupe et j'ai trop hâte. Du coup, pour pouvoir accompagner, donc c'est vraiment mon grand projet de cœur de cette année et la nouveauté que je propose, c'est le premier programme d'accompagnement pour la réinvention professionnelle et l'alignement des femmes entrepreneuses et actrices de changement. Donc, si vous posez des questions sur votre avenir professionnel, sur trouver plus de plaisir, plus de sens, plus de simplicité dans votre vie et dans votre carrière, entrepreneuse, actrice de changement, eh bien, n'hésitez pas à vous préinscrire aussi. Vous pourrez trouver dans le lien de ma bio un lien une liste d'attente pour que vous soyez les premières à recevoir toutes les infos dès que les portes du programme s'ouvrent, et ça va arriver là dans quelques jours. J'ai méga hâte, il y a déjà quelques préinscrites et j'ai vraiment trop hâte de découvrir la team parce que j'ai vraiment envie de convivialité, j'ai vraiment envie d'amitié. Mais ça, le collectif, voilà, c'est ça, c'est puissant. Moi, je l'ai aussi sur Trouve ton flow, vu que ça se passe en cohorte. À chaque fois, en plus, les personnes qui se retrouvent, ce sera sûrement le cas aussi dans ton programme. Les personnes qui se retrouvent là, j'ai l'impression que c'est jamais par hasard si elles sont là ensemble. Ce qui est dit par une résonne toujours par l'autre. Il y a des émulations de groupe, comme tu l'as dit. Donc, ce côté-là en groupe, c'est hyper puissant. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Bah, comme je te dis, là, j'ai eu une retraite collective il y a une semaine, donc ça m'a rappelé à quel point l'effet miroir est surpuissant et les relations, évidemment, sont surpuissantes. Donc voilà, et moi j'adore l'énergie de groupe. C'est un peu la même énergie que j'ai portée dans mes projets associatifs quand j'ai mené des groupes, etc., que j'ai envie de retrouver à travers ce format-là. Donc vraiment une ambiance très joyeuse, vraiment de complicité, de sérénité, de fun, de soutien aussi. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de recruter cette petite équipe pour faire ce voyage intérieur ensemble, et puis pour partager cette aventure de quête de soi, de quête de sens et de réinvention et d'alignement professionnel ensemble. Bah, un grand merci. Tous les sujets là que tu viens de citer, en plus qu'on a abordé durant ce live, qui sera aussi disponible en version YouTube. Trop Je cool. fais appel à mes talents de monteuse, je ne sais pas si ça se dit, Ouais. pour voilà, transformer un format vertical en format YouTube. Donc pour les personnes qui souhaitent le voir sur YouTube, ce sera possible aussi. Et Rebecca, un grand merci. J'espère te rencontrer en live un jour, travailler, rejoindre tes programmes aussi prochainement. Waouh, ce serait ouf de te revoir Voilà, bientôt, grave. dans ça, échanger bientôt. Un grand merci en tout cas pour ta sincérité, ton authenticité, tout ce que tu as pu amener aussi comme éléments qui vont permettre aux personnes d'avancer dans leur réflexion. Voilà, je suis pleine de gratitude. Merci beaucoup. Oh, t'es un chou, bah, ça me touche beaucoup et je me sens très en paix, très joyeuse. Je suis très heureuse d'avoir pu contribuer. Moi, ça m'a beaucoup inspirée. Je suis toujours hyper, hyper inspirée par les questions que tu m'as posées, tes partages aussi d'expérience. Le fait de partager, ça me permet de mettre de la conscience sur des choses et moi-même d'avancer derrière. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et puis, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra prolonger les échanges ensemble avec les personnes qui nous ont suivis. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Insta et à venir nous poser des questions si vous en avez envie pour approfondir ou pour rejoindre nos programmes, évidemment, avec grand plaisir. Oui. Bon, bah écoute, je te souhaite une excellente soirée. Est-ce que tu vas pratiquer un peu de danse? Parce que je te vois parfois danser Ah! ça. Et là, je me dis, mais elle est trop forte. C'est pas possible. Ouais, il y a des moments où j'ai l'élan, d'autres pas. Si tu veux, ce qu'on se fait, c'est que on finit le live
et on s'appelle et on se fait une choré de célébration de fin de live ensemble. Ça te chauffe? Ok. Tu risques de Allez, faire on des fait cauchemars ça. parce que moi, la danse, c'est vraiment pas mon talent premier, mais Oui, je suis sûre qu'on va s'amuser, c'est le on fait principal. ça. Ouais. Trop cool, comme ça on pourra célébrer. Yes. À tout de suite. À tout de suite, salut tout le monde, bonne Allez, soirée. au revoir.